Et bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être là. Les personnes en visioconférence, normalement, vous devez nous entendre et nous voir, mais seulement par la caméra de l'ordinateur. Est-ce que c'est bien le cas? C'est parfait. Donc je pense que c'est bon. Donc merci à tout le monde de couper vos micros en ligne. Et donc on accueille aujourd'hui Pierre Linchamp. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Pierre a fait sa thèse au Muséum, au laboratoire ISIEB, sous la direction de Raphaël Cornette, Pierre Latouche et moi-même. Et il est depuis 2 ans maintenant en postdoctorat à l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud. Et il va nous présenter aujourd'hui toute la diversité des travaux qu'il est en train de développer là-bas. Merci pour l'introduction, Emma. Merci à tout le monde d'être là pour cette présentation. Je reconnais pas mal de têtes un peu familières, ça me fait plaisir de tous vous voir ici. Et donc voilà, j'ai intitulé cette présentation « Micro-mammifères et préhistoire d'Afrique centrale et australe. Nouvelles fouilles, nouvelles approches, nouveaux scénarios ». Alors l'idée ici, c'était de faire une présentation pas trop généraliste, mais pas trop non plus pointue. Donc on va un petit peu sinuer comme ça en différents niveaux de lecture scientifique. Vous montrer un petit peu l'intérêt des micro-mammifères pour la recherche en préhistoire. Et puis vous faire un petit peu voyager en Afrique, en démarrant tout en bas, en Afrique du Sud, et puis remonter vers l'Afrique centrale. Et vous montrer un peu les fouilles qu'on est en train de mener en ce moment dans certaines régions. Alors, ma thématique de recherche, c'est les micro-mammifères qu'on va retrouver dans des sites archéologiques ou paléontologiques en association avec les humains au sens large. Donc, depuis les hominines pliocènes jusqu'aux populations humaines les plus récentes sur des périodes historiques. Et donc, on va d'abord donner une définition des micro-mammifères pour être sûr qu'on parle bien de tous de la même chose. Il n'y a pas de vraie définition précise, mais par micro-mammifère, j'inclus tous les mammifères d'un poids de 500 grammes ou moins. Donc en Afrique, ça comprend les représentants de 5 ordres. On a les rongeurs qui sont les plus abondants, un peu plus de 500 espèces en Afrique. Et puis en second lieu, les chiroptères, les chauves-souris, les musaraignes de l'ordre des olipotifs, et puis dans une plus petite mesure, les taupes dorées et les macrocélides. Alors, outre un poids commun, en fait, d'un point de vue écologique, ça se traduit par le fait qu'ils vont être prédatés par le même type d'animaux, souvent des petits carnivores ou des rapaces nocturnes. Et ça, sur un site fossile, ça va se traduire par souvent des stigmates d'accumulation similaires. Et donc, outre ce critère de taille, il y a aussi ces processus d'accumulation communs qui justifient peut-être leur place à part au sein de la paléontologie. Et puis, bien sûr, qui dit petits animaux dit petits restes, et donc tamisage pour récupérer les restes, les restes qu'on a fouillés. Ensuite, ces refus de tamis, on va les trier, et puis on va les étudier sous la loupe binoculaire. Et donc, oui, vous reconnaîtrez pas mal de têtes familières au long de la présentation. Ces petits restes, on va devoir les étudier sous loupe binoculaire. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui met les micro-mammifères à part en préhistoire. C'est cette façon de produire des données paléontologiques qui est assez particulière. Et vous vous imaginez bien que ça enseigne une certaine forme de patience, sinon peut-être même de persévérance pour arriver à produire des jeux de données conséquents dans certains contextes qui ne sont pas toujours faciles. Mais quand les conditions de préservation sont adéquates et quand on met la main à la pâte, on peut arriver comme ça à générer des jeux de données fossiles, des assemblages fossiles extrêmement conséquents. Alors, historiquement, les micro-mammifères ont été utilisés pour 4 grandes thématiques de recherche, on va dire, liées au sein de la préhistoire. D'abord et surtout la reconstruction des paléo-environnements. Ensuite, l'étude de la paléobiodiversité, donc savoir quelles étaient les espèces dans le passé, mais aussi comment elles ont évolué, selon quelles modalités, dans quelle direction, etc. Ensuite, ils vont nous permettre de comprendre comment les sites fossiles se sont formés. Et puis enfin, ils peuvent nous donner des informations sur ce qu'on appelle la biochronologie, donc l'âge
relatif d'un assemblage par rapport à un autre, du point de vue de son contenu phonique. Alors pourquoi les micromammifères permettent de répondre à ces questions avec peut-être plus d'acuité que certains autres groupes? Ben, c'est lié à plusieurs de leurs caractéristiques. On a déjà parlé de la grande diversité d'espèces. Qui dit grande diversité d'espèces dit grande diversité d'écologie. Et donc, chez les micromammifères, on va avoir beaucoup d'espèces qui vont avoir des préférences écologiques, des niches écologiques assez caractéristiques. Et ça, quand on les retrouve dans un assemblage fossile, ça va être très utile pour discuter du type d'environnement qu'on retrouvait par le passé. Du fait du grand nombre d'espèces qu'on va retrouver également, on va vraiment avoir une information paléo-environnementale très nuancée avec plein de petites briques comme ça qu'on peut ajouter pour avoir un panel plus global du climat du passé. Bon, vous l'avez vu, on peut avoir des assemblages très conséquents avec des milliers de spécimens et ça, c'est intéressant aussi du point de vue statistique pour la robustesse des méthodes de reconstruction qu'on va utiliser. Et puis, quelque chose de très important aussi, c'est du fait de leur petite taille, en fait, ces animaux vont avoir des capacités de dispersion très limitées. Bon, je ne parle pas des chauves-souris qui peuvent voler, mais les autres petites bestioles, elles vont avoir un petit territoire, et ce qui fait que quand on les retrouve dans un site fossile, l'interprétation qu'on en fait a une valeur réellement locale, contrairement à, par exemple, un bovidé qui peut, lui, traverser des grands territoires en période de migration et qui donne une image peut-être plus globale, plus régionale en tout cas, des environnements. Alors on va commencer notre voyage en Afrique du Sud. Ici c'est une photo que j'ai prise de l'université du Witwatersrand qui m'emploie maintenant depuis 2 ans. Je m'y suis rendu la première fois dans le cadre de mon master et puis en thèse. Et puis voilà, la boucle est bouclée là avec ce postdoctorat. Alors vous savez que la préhistoire humaine, elle s'est écrite dans principalement 3 grandes régions d'Afrique. On a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Et en fait, quelque chose dont on se rend assez vite compte, c'est que la préhistoire de l'Afrique du Sud, plus qu'une zone géographique à part, c'est vraiment une discipline en elle-même, hein, parce qu'elle a ses propres acteurs, elle a ses propres fossiles, ses propres conditions de fossilisation. Ce qui fait que, par exemple, moi, je vais me sentir peut-être même plus proche des travaux d'un lithicien qui va travailler sur des sites d'Afrique du Sud que d'un fauniste qui travaille en Afrique du Nord. Je pense que l'Afrique du Sud, c'est aussi un contexte politique dans lequel s'inscrit la recherche en préhistoire, surtout à partir des années 1940, avec les publications des premiers hominines. Un contexte politique extrêmement violent, hein, ce système de l'apartheid. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense que c'est important d'aller aussi sur place pour comprendre comment s'articule la recherche aujourd'hui. Ça permet de comprendre aussi pourquoi, certains discours, certains points de vue. Alors, l'université du Witwatersrand, elle est propriétaire d'un ensemble de sites fossilifères qui sont dans cette vallée, la vallée de Sterkfontein. En fait, cette vallée, elle est criblée de cavités qui sont créées avec l'abaissement de la rivière, de la Blauwbang River dans la vallée. Et donc, les cavités les plus hautes sont les plus anciennes, les cavités les plus basses en général sont les plus récentes. Et certaines de ces cavités ont été occupées par des prédateurs, des grands carnivores qui ont accumulé comme ça, qui ont chassé et puis qui ont ramené les proies dans ces grottes. Et certains de ces restes vont se retrouver piégés, fossilisés. Et nous, en fait, quand on fait des fouilles, c'est justement ces restes qu'on retrouve. Et parmi les proies de ces carnivores, on retrouve nos ancêtres, les hominines. Alors, ici, je vous ai mis une carte, en fait, sur ces potentiellement centaines, j'exagère un peu plus, mais il y en a plus de 100 qui ont été identifiés. 15 à peu près ont fait l'objet de fouilles approfondies et ont livré plusieurs niveaux, plusieurs assemblages que vous voyez ici sur la carte. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on parle comme ça d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud, quand on se réfère à l'Afrique du Sud, ici, ce n'est pas un ensemble de pays, mais vraiment une petite région d'environ 15 sur 20 km, extrêmement riche en fossiles, et ça, c'est quelque chose de tout à fait unique sur le continent. Et donc, toutes ces découvertes, elles ont permis d'écrire un pan énorme de notre histoire, puisque plus de 30% des fossiles d'hominines pré-sapiens viennent de cette région. Alors, parmi ces hominines, c'est au moins 6 espèces
décrites. Ce nombre augmente selon les limitations taxonomiques choisies par certains chercheurs. C'est des fossiles qui appartiennent à 3 genres, Australopithecus, Paranthropus et Homo. Et puis à côté de ces fossiles, on retrouve aussi des artefacts, donc des outils en pierre, des outils en os et des traces, des stigmates d'activité, par exemple des traces de découpe, des potentiels os brûlés. Et tout ça nous documente l'émergence de certains comportements novateurs au sein de la lignée humaine. Et donc c'est une région extrêmement importante, bien sûr pour comprendre notre histoire, pour savoir aussi, essayer de discuter de qui nous sommes et peut-être des trajectoires futures que notre espèce pourra prendre dans le contexte particulier actuel. Et à côté de ces hominines, eh bien, une fouille vraiment exceptionnelle, ou en tout cas extrêmement bien diversifiée. Ici, je vous ai mis les photos de certains fossiles publiés. Il y a vraiment tous les groupes d'animaux, des plus gros aux plus petits, bovidés, rongeurs, suidés, oiseaux, primates, carnivores. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est énormément de petits mammifères également. Alors, en théorie de l'histoire, elle paraît géniale pour parler de nos origines. Dans les faits, en fait, l'histoire n'est pas si simple parce qu'on a un contexte géomorphologique très particulier de ces assemblages qui vient un peu compliquer toute l'histoire. Donc, je vous ai dit que c'était des assemblages qui sont en grotte. En fait, les fossiles, au cours du temps, vont se bréchifier, avec le passage notamment de l'eau chargée en carbonate. Et puis, certains processus, notamment l'acide humique des plantes, va venir décalcifier une partie de ces brèches. Et donc, dans le berceau, on se retrouve avec 2 grands ensembles fossilifères. On a d'une part les brèches très dures qui contiennent les fossiles, et puis du sédiment meuble décalcifié, qui est aussi fossilifère. Et donc en fait ici vous voyez la photo de Sterkfontein qui est un des sites emblématiques de la région, et puis des sortes de cavités, un petit gruyère comme ça. Ça correspond parfois à des poches de sédiments meubles parce que en général quand on fait des fouilles on va se concentrer sur ce sédiment meuble qui est quand même beaucoup plus facile à fouiller. Alors les brèches sont étudiées également, mais elles demandent davantage de logistique pour en extraire les fossiles. Ici, je vous montre une autre photo d'un site sur lequel je travaille, le membre D de la grotte de Coopers. Donc, une fois encore, vous voyez ces sortes de trous qui sont les zones où il y avait des poches de sédiments meubles qui ont été fouillées. Puis à l'avant, on voit de la brèche qui contient encore des clastes, et à l'arrière, l'encaissant dolomitique. Et enfin, un autre site où je travaille, le membre 2 de Cromdry, qui est en cours de fouille. Et là encore, c'est le même scénario. Alors dans le berceau de l'humanité, on parle de membres. On n'a pas en fait des beaux niveaux archéologiques comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits. On utilise le terme de membres pour désigner une sorte d'unité de dépôt, avec parfois des limites chronologiques pas toujours faciles à cerner, à cause de justement ces éléments de calcification, décalcification, ces zones de déposition un peu incertaines. Et donc, on envie souvent les paléontologues d'Afrique de l'Est qui, eux, ont des niveaux bien datés, notamment grâce aux cendres volcaniques. Ici, ce qui va être surtout utilisé pour les datations, alors il y a plein de méthodes, c'est loin d'être ma spécialité, mais traditionnellement, c'est surtout la faune, la biochronologie, et puis en même temps les datations uranium-plomb sur spéléothème, mais avec cette difficulté que des équipes ont montré assez récemment que les planchers stalagmatiques qui étaient datés pouvaient parfois se former de manière intrusive dans les interstices entre les assemblages. Et donc les âges qu'on peut avoir sur ces datations parfois sont plus récents que les fossiles eux-mêmes. Alors je vous ai parlé de biochronologie, et ce qui est super bien, c'est que on a vraiment plein de faune, et là vous voyez une photo des sous-sols du laboratoire de paléontologie, l'Evolutionary Studies Institute, avec toutes ces caisses de faune, et je vous ai mis une photo à droite pour vous donner
pour vous montrer qu'en fait les micro-mammifères, c'est vraiment une composante énorme de cette faune. Il y a des caisses et des caisses de restes de micro-mammifères dans tous les sites du berceau de l'humanité. Ça, bon, c'est vraiment super. Alors, comment est-ce qu'on étudie un assemblage de micro-mammifères ? Ici, je vous ai mis une photo de mon installation. En fait, je suis venu à Paris là, pour 2 semaines dans le cadre d'une étude de matériel fossile de la grotte de Dimba. On va en parler un peu après. Je vous ai mis comme ça une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, la photo est un peu dramatique. En réalité, je ne suis pas dans le noir comme ça, je mets de la musique. C'est moins sombre que ça, mais ça donne une idée quand même du nombre de fossiles auxquels on est confronté. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va sélectionner un sous-jeu de fossiles et puis on doit malheureusement les compter un par un, puis lister une série de paramètres pour rendre compte de la nature, de la préservation de l'assemblage, ce qu'on appelle l'analyse taphonomique, où on va noter par exemple la fragmentation, le pourcentage de chaque élément squelettique, etc. Et puis la deuxième partie, qui est la plus sympa, c'est l'identification. Alors, la paléontologie des micro-mammifères, c'est une paléontologie qui se, je dirais, hyper spécialise sur les restes crânio-dentaires, puisque parmi les dizaines de milliers de restes qu'on va avoir, on n'est en général pas en mesure d'associer le post-crânien avec les restes crânio-dentaires, et donc on va se concentrer sur ces restes crânio-dentaires pour identifier le contenu microphonique, et notamment les dents qui sont les restes les mieux conservés. Donc il y a tout un tas de critères qu'on peut utiliser, de taille, de morphologie, d'anatomie des cuspides, du nombre de racines, etc., pour parvenir à une identification. Et donc ce qui est extrêmement important, quand on travaille en Afrique avec un nombre d'espèces très important, par exemple en rongeurs, il me semble qu'il y a, juste pour l'Afrique du Sud, il y a 83 espèces de rongeurs. En fait, d'abord, c'est de passer du temps dans les collections de comparaison dans les collections d'anatomie comparée actuelles pour se rendre compte de la diversité anatomique au sein des rongeurs. Voilà, prendre des photos, prendre des mesures. On a des super collections ici au muséum. Pour l'Afrique centrale, il y a le musée de Tervuren qui est très chouette. En Afrique du Sud, ils ont le musée du Ditsong à Pretoria qui est magnifique également. Puis il y a un deuxième outil qui est vraiment extrêmement précieux, et je pense que d'autres groupes fauniques nous envient, c'est les pelotes de réjection. En fait, vous savez que chaque nuit, les rapaces vont chasser leurs proies, c'est en général des rongeurs, des insectivores, des chauves-souris, et puis en journée, ils vont régurgiter les ossements non digérés dans des pelotes. Et ces pelotes, en fait, c'est une mine, une source d'ossements, mais inestimable. Et donc, on peut disséquer ces pelotes et récupérer comme ça les squelettes de toutes leurs proies. Et donc, à chaque fois que je pars en mission ou pendant mes week-ends, en général, je fais des petites chasses aux œufs comme ça, où on part récupérer des pelotes. Alors, avec l'habitude, on sait où les trouver. Souvent, le long des falaises, on va repérer des coulées blanches sur la roche rouge comme ça. En général, ça indique la présence d'un rapace qui niche. Et puis, dans les bâtiments un peu abandonnés, comme vous voyez ici, le sol peut être vite jonché de pelotes de réjection. Et ce qui est très chouette, c'est que très vite, on peut arriver à former des collections de comparaison avec parfois des spécimens en grande abondance, plus nombreux que dans certaines collections officielles des musées. Et ça permet comme ça de laisser des collections de comparaison un peu partout là où on travaille dans les différentes institutions. Quelque chose de vraiment super. Mais voilà, on va revenir un peu maintenant à nos rongeurs du berceau de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent sur ces 4 grandes questions? Alors il y a trois personnages importants que je dois mentionner pour la paléontologie des micro-mammifères. J'ai aperçu l'un d'entre eux dans le fond de cet amphithéâtre d'ailleurs, Franck qui est ici. Alors ces 3 personnes, il y a eu d'autres chercheurs, mais voilà, il faut faire une sélection pour cette présentation. Margaret Avery, c'est une Sud-Africaine et c'est vraiment la bosse des micro-mammifères en Afrique du Sud. Elle a étudié des dizaines et des dizaines d'assemblages archéologiques et paléontologiques.
elle a vraiment fait entrer, selon moi, la discipline, les études microphoniques, voilà, dans une science peut-être un peu plus quantitative ou un peu plus moderne. Christian Denis et Franck Sénéga, qui viennent tous les deux du Muséum d'histoire naturelle et qui, eux, ont une approche un peu plus paléontologique. Christian Denis, elle s'intéresse surtout aux questions des lignées évolutives, aux aspects de biogéographie. Et puis Franck Sénégas, il a produit énormément de nouvelles listes phoniques issues de Brèche et il a proposé une description de tous ces taxons avec, pour la première fois, des illustrations systématiques de tous ces fossiles. Donc très utile pour travailler après lui. Alors, qu'est-ce qu'on retire de ces micro-mammifères? Encore une fois, ici, un discours qui se veut très réducteur, mais ici, je vous ai mis une liste phonique d'un travail très important dans la région de Margaret Avery, où en 2001, elle publie la liste de 6 assemblages fossiles. Alors, vous voyez, si on regarde MNI, c'est le nombre d'individus, elle a des assemblages très conséquents, avec parfois plus de 6000 spécimens par assemblage fossile. Il y a 2 choses essentielles qui reviennent qui ressortent de cette liste. D'abord, c'est qu'en fait, je vous ai mis l'âge des sites en haut, c'est qu'au cours du temps, on dirait qu'il n'y a pas tellement de changements au sein de la faune. Donc en fait, à gauche, c'est la liste de faune, et on voit que les abondances ne sont pas si différentes sur les 2,5 derniers millions d'années, qu'on a des espèces qui semblent toujours là. Et puis, deuxième chose surprenante, c'est que toutes les espèces à gauche, c'est des espèces modernes. Donc, selon Margaret Avery, voilà, une subsistance des mêmes espèces au cours des 3 derniers millions d'années dans des proportions abondantes. Et donc ça, d'un point de vue paléo-environnemental, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Selon elle, voilà, elle met en évidence une persistance des conditions environnementales dans la région au cours des 3 derniers millions d'années. Et ça a des conséquences sur notre vision de l'évolution humaine, puisque ça sous-entendrait que ici, les changements climatiques ne sont pas forcément moteurs de spéciation, moteurs de diversification comportementale. Et donc, il va falloir chercher les réponses ailleurs. Alors, je vous ai dit que, voilà, je vous ai parlé du fait qu'on avait des espèces qui étaient qui semblaient similaires au cours du temps. Quand on regarde la proportion de taxons éteints, donc d'espèces fossiles pour les assemblages Plio-Pléistocène du berceau de l'humanité, c'est assez surprenant de voir le faible pourcentage de taxons fossiles chez les micro-mammifères par rapport à d'autres groupes. Vous voyez ici 32% de genres fossiles décrits pour les bovidés, 8% de genres fossiles pour les rongeurs, et puis pour les espèces, c'est des chiffres un peu similaires, 49% pour les bovidés, 17% pour les fossiles. C'est d'autant plus surprenant qu'en général, on parle des rongeurs comme des organismes avec des taux évolutifs très rapides. Donc voilà, c'est quelque chose qui questionne. Et ce phénomène de persistance des morphologies au cours du temps a été décrit comme un phénomène de stase évolutive. Donc contrairement à une évolution graduelle, ici, on va voir qu'au cours du temps, la morphologie change très peu. Et ça, malheureusement, pour la biochronologie, c'est un vrai frein dans cette région, parce que vous voyez ici, alors j'ai tronqué la liste, j'ai coupé le haut, mais en fait les rongeurs, traditionnellement dans le berceau de l'humanité, ont été assez peu utilisés pour la biochronologie, puisqu'on n'a pas beaucoup d'espèces fossiles par rapport à d'autres groupes, et puis par rapport à leur utilisation qui est faite dans des autres régions, notamment en Europe, où ils sont largement utilisés. Alors à partir tous ces travaux, il y a eu vraiment je dirais un pic dans les années 2000 où il y a eu beaucoup de travaux très importants pour la région. Après ça, il y a un petit essoufflement. Il y a des nouvelles données qui rentrent en jeu, ce sont les données des phylogénies moléculaires. Alors l'exemple du rongeur Automis, c'est un exemple que j'aime bien parce que dans les années 80, on n'avait pas encore accès à toutes ces données, à toutes ces phylogénies. On utilisait la morphologie pour délimiter des espèces, et donc une dizaine d'espèces étaient décrites en Afrique. Et puis, à partir des années 2005-2010, notamment grâce aussi aux travaux des équipes tchèques et du muséum aussi, qui ont vraiment
produit énormément de nouvelles données moléculaires, ce nombre d'espèces, il augmente. Et aujourd'hui, alors ce nombre a encore augmenté, mais en 2015, il y avait 31 espèces d'Otomys qui étaient décrites, des espèces qui ont une morphologie vraiment similaire, mais qui sont bien distinctes du point de vue génétique, avec l'impossibilité de se reproduire, et puis qui ont des écologies différentes aussi. Et ça, vous vous imaginez qu'une morphologie égale potentiellement plusieurs espèces d'écologies différentes, c'est quelque chose qui vient aussi compliquer tout à fait les reconstructions paléo-environnementales. Et donc, à partir des années 2010, par exemple, Margaret Avery, quand elle publie des listes phoniques, elle va les publier pour les périodes anciennes en ayant une approche, une identification plus, on va dire, conservative, plus... voilà, elle s'arrête au niveau du genre, elle ne tranche pas forcément sur l'espèce puisqu'on a ces difficultés d'identification. Et c'est l'approche pour laquelle j'ai opté jusque récemment dans mes papiers, où voilà, je pense que c'est plus sage de s'arrêter au niveau du genre. Alors les interprétations paléo-environnementales qu'on en fait peuvent être plus limitées, mais au moins on s'assure de ne pas partir dans des directions qui pourraient être fausses. Du coup, un des travaux de ma thèse et puis là de mes recherches postdoctorales, ça a été de développer des méthodes de reconstruction paléo-environnementale qui puissent prendre en compte comme ça ces incertitudes. Alors, bon, j'ai mis ce graphique, mais il est peut-être un peu compliqué, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des approches de machine learning, donc des forêts aléatoires, qui nous permettaient en fait de modéliser la relation entre la distribution des espèces actuelles et puis une série de conditions climatiques en utilisant des modèles qui étaient non linéaires pour ensuite pouvoir prédire à partir d'une liste phonique un ensemble de conditions environnementales. Et puis on a fait quelques petits ajustements pour pouvoir prendre en compte les biais inhérents aux listes fossiles qui sont des biais de représentation de certaines espèces. Par exemple, quand on fouille, on peut passer à côté de certaines espèces, puis comme ces espèces elles sont accumulées par des prédateurs, il y a des espèces qui sont non chassées, etc. Alors, on a aussi pris en compte les bovidés dans nos reconstructions paléo-environnementales, et puis on a prédit comme ça des conditions climatiques, ici les températures moyennes et les précipitations annuelles de plusieurs de ces assemblages, à partir des bovidés, à partir des rongeurs et à partir des deux ensembles. Ce qui était intéressant, plusieurs choses, c'est que d'abord on avait un signal qui semblait assez cohérent, quel que soit le groupe taxonomique qu'on utilisait, donc ça c'était chouette. Et puis deuxième interprétation, c'est qu'en fait, alors l'image peut être un peu trompeuse, mais on ne détecte pas d'évolution statistiquement marquée vers une aridification, ou au contraire, voilà, en fait ce qu'on voit c'est la variabilité des conditions au cours du temps. Et puis quand on interprète ces prédictions climatiques d'un point de vue environnemental, alors ce que vous voyez ici, c'est une ACP, une analyse en composantes principales. Donc en fait, chaque point ici en couleur représente une localité en Afrique. Et donc la distance entre les points représente la distance climatique entre ces deux localités. Donc deux points très éloignés vont avoir un climat très différent. Et puis je suis venu colorer toutes ces localités en fonction du biome auquel ils appartiennent. Et par-dessus cet ensemble écoclimatique, je suis venu projeter les prédictions de mes conditions fossiles, et notamment aussi le petit point today, c'est les conditions actuelles. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement les prédictions que j'obtiens pour mes assemblages fossiles s'éloignent pas fort en fait des conditions actuelles du berceau de l'humanité. Et puis quand on regarde par rapport à la couleur, elles sont comme ça entre ce vert et ce rose. Et donc le vert, c'est les savanes, et le rose, c'est les prairies d'altitude. Et ça correspond tout à fait au paysage actuel du berceau de l'humanité, qui est à l'écotone comme ça entre les prairies et les savanes. Voilà, on a répondu à cette question des paléo-environnements. On pourrait s'arrêter là, mais on va aller un petit peu plus loin. On va revenir sur ce phénomène de stase évolutive qui questionne, dont on a parlé. En fait, c'est vrai que quand on regarde des fossiles, ici je vous ai mis
Alors c'est un cas volontairement simplifié, mais voilà, on voit ici un stéatomys moderne. Le stéatomys, c'est le rat adipeux. Et puis un fossile d'un site qui vient de Chrome Dry. Et c'est vrai que quand on les regarde comme ça, ils semblent assez similaires. La difficulté supplémentaire avec les fossiles, avec les rongeurs, c'est qu'on a l'usure dentaire, on a de la variabilité interspécifique aussi qui fait que c'est pas toujours facile de comparer des anatomies entre elles. Mais quand on utilise des méthodes de description quantifiée, notamment la morphométrie géométrique, on se rend compte que voilà, on peut avoir des formes qui peuvent être différentes d'un point de vue anatomique. Ici, la projection montre simplement le contour des dents qui permet a priori de séparer les populations fossiles des populations modernes avec quand même un petit overlap. Donc voilà, a priori, il semble qu'il y ait potentiellement des différences morphologiques. Bon, ici, on a un petit jeu de données, donc qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue statistique? Pas grand-chose. Mais c'est vrai que quand on regarde, une fois encore, les données des phylogénies moléculaires, ici, par exemple, le groupe des praomini, donc tout ce qui contient praomys, mastomys, sténocéphalémys, etc., on peut voir que les dates de divergence de beaucoup d'espèces, elles sont situées après du million d'années. Et nous, nos sites du berceau de l'humanité, ils ont souvent plus de 2 millions d'années, parfois plus de 3 millions d'années. Donc ce ne serait pas impossible qu'on ait effectivement bien des espèces différentes de l'actuelle. Et puis quand voilà, pour essayer d'avoir des résultats un peu plus significatifs, on prend en compte davantage de fossiles. Là, c'est quelque chose que j'avais fait où je compare les formes de Mistromys de Chrome Dry et les formes actuelles. Et sur ce graphe, en gros, ce qui montre, c'est que les formes des dents supérieures sont très similaires, mais les formes des dents inférieures sont légèrement déjetées comme ça pour les formes fossiles. La difficulté, c'est que cette morphométrie géométrique, elle est assez chronophage. Elle prend beaucoup de temps, puisqu'en général, on va poser des points. Voilà, quand on veut des résultats conséquents, on doit parser un certain temps. Et donc, maintenant, c'est quelque chose que je développe beaucoup dans mes approches, c'est l'automatisation de toutes ces étapes d'acquisition morphologique. Donc, j'utilise pour ça des modèles de computer vision, donc d'intelligence artificielle. Ça me permet de segmenter automatiquement les formes d'intérêt de mes spécimens. Je peux par exemple extraire les dents, les incisives, des parties du crâne, etc. Et ensuite, j'utilise des méthodes de morphométrie géométrique de contour, où là encore, je peux automatiser tout. J'ai plus à placer mes points, mes landmarks moi-même, et puis on analyse ces données de forme via des statistiques multivariées ou du deep learning. Et ça permet de venir compresser cette acquisition photo et cette acquisition de forme qui peut prendre énormément de temps. Je vais vous montrer ici une application assez chouette qu'on a pu faire en étudiant ce rongeur Mistromys qu'on a présenté juste avant. Alors, j'ai pu photographier environ 2500 dents de ce rongeur qui viennent de 25 assemblages fossiles. Et j'en ai extrait la forme avec des approches de morphométrie géométrique, mais de façon entièrement automatisée. Donc je pense que ça m'aurait pris peut-être 4 mois pour extraire les dents une par une, et avec ça, peut-être maximum 5 jours, on peut extraire comme ça toutes ces dents. Et puis, ici, je vous montre simplement l'agencement de tous ces assemblages. D'abord ici, du point de vue de la taille, on voit que les sites s'ordonnent comme ça. Alors, je ne suis pas intervenu là sur ces données, hein, c'est vraiment de la visualisation. On voit qu'il y a une sorte d'ordonnement des sites. Bon, c'est toutes des initiales, mais en gros, ce que vous voyez tout à droite, PV, c'est un site archéologique. Moderne, c'est les formes modernes. Et puis tout à gauche, MLEXQRM, c'est le site de Makapansgat, donc des faunes qui sont considérées comme très vieilles dans le berceau de l'humanité. Et ce qui est chouette, c'est qu'il semble effectivement, alors ça c'est pas quelque chose de neuf, hein, mais il semble qu'il y a une augmentation progressive de la taille des Mistromys, de leurs molaires au cours du temps. Et puis ici, on peut regarder la forme. Alors les box plots, la variable utilisée ici, c'est plus une variable de taille, mais c'est la première composante de l'ensemble des composantes. Et on retrouve encore une fois, tout à gauche, les spécimens de Makapansgat qui sont à l'opposé, donc théoriquement les plus anciens,
qui sont tout opposés aux spécimens modernes. Et en fait, on a utilisé ces données pour faire un dendrogramme qui montre simplement comment dire, la distance entre chacun de mes assemblages. Ici, on a inversé l'échelle puisqu'on a les modernes à gauche et les plus anciens à droite. Et en fait, simplement en regardant la distance morphologique, donc qui comprend la taille mais aussi la forme, on obtient comme ça un agencement de tous ces sites. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils rejoignent, en fait, ils matchent très bien avec les datations qui ont déjà été publiées. On a certaines incohérences qu'on discute, hein. Mais en tout cas, potentiellement un outil extrêmement intéressant pour les datations des sites parce que ces faunes, elles sont abondantes, ubiquistes. Et puis ici, c'est les résultats d'un seul rongeur, mais on a potentiellement plein de lignées évolutives qu'on pourrait utiliser. Donc ça, c'est le genre d'approche qui est permise grâce au développement de ces méthodes automatisées. Et donc, voilà, je pense que ce pourcentage d'espèces fossiles, il correspond peut-être, alors il y a un vrai phénomène, hein, mais il correspond peut-être aussi à certaines méthodes de description, limites de méthodes descriptives pour le phénotype. Et voilà, c'est un travail qui m'intéresse pas mal de justement revoir un peu les descriptions en prenant en compte les nouveaux outils et les nouvelles phylogénies qu'on a. Puis je vais m'arrêter ici avec le berceau de l'humanité et puis on va maintenant bouger un peu plus au nord. Alors juste pour vous montrer un petit peu l'état des productions scientifiques en Afrique, à gauche vous voyez les principaux gisements d'hominines Pliopléistocène. Au milieu, c'est les assemblages de grandes faunes. Alors j'ai pris un nombre minimum d'espèces, je me souviens plus, je pense que j'ai mis au moins 5 taxons différents pour qu'il y ait un point sur la carte. Et puis à droite, les assemblages de microfaunes. Donc vous voyez qu'il y a voilà, une surreprésentation de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud. Et au milieu, il n'y a pas grand-chose. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, d'aller essayer de voir si on peut trouver des données de faune, des données fauniques ailleurs pour venir connecter ces 3 grandes régions et comprendre un petit peu comment ces faunes sont liées, qu'est-ce qu'elles peuvent nous renseigner du point de vue environnemental, chronologique et évolutif. Ça, c'est une petite ligne du temps des sites sur lesquels je travaille en ce moment. Soit j'en étudie la microfaune, soit je participe aux fouilles pour voilà, essayer de générer des nouvelles données microphoniques. Et on va commencer avec, on va aller au Botswana, dans le nord-ouest du Botswana, dans l'ancienne région du Ngamiland, qui est une région largement occupée par le désert du Kalahari. Ce désert, il couvre quasiment les 3/4 de l'Afrique australe, depuis le Congo jusqu'à l'Afrique du Sud, en Angola, en Namibie et bien sûr au Botswana. Et à cet endroit précis, on n'est pas totalement dans un désert sec, on parle d'un désert semi-aride, parce que chaque année, un peu plus au nord, les eaux météoritiques viennent inonder le delta de l'Okavango. Alors vous voyez, c'est ces beaux paysages qu'on retrouve parfois dans les documentaires animaliers, où tous les animaux convergent pour profiter des plantes et du climat passager qui s'installe dans la région. Mais voilà, le delta vient pas jusque-là, mais voilà, ça donne quand même une teinte particulière à cet écosystème. Et en fait, on a des paysages qui sont très plats parce que toute la région est recouverte par des sables éoliens. Et au milieu de ce paysage très plat émergent des collines dolomitiques. Alors vous en voyez une ici en arrière-plan. Cette même dolomie qu'on retrouve dans le berceau de l'humanité en Afrique du Sud. Dans ce secteur, on retrouve 2 groupes de collines calcaires séparés d'environ 25 km. D'un côté, le groupe de Tuyaba avec 6 collines et de l'autre Koanaka avec 3 collines. Elles font environ 30 mètres de haut et puis de large, plus parfois jusqu'à 1 km de large. Pardon. Alors leur particularité, c'est qu'elles sont
karstifiées, c'est-à-dire qu'il y a des grottes à l'intérieur. Et ces grottes, elles sont agrandies naturellement par les chauves-souris. Donc en fait, quand une cavité s'ouvre en surface et forme une entrée, les chauves-souris s'y installent et leur guano attaque les parois et la grotte vient s'agrandir. Alors la première découverte paléontologique, si je ne m'abuse, elle date de 1971 dans la région. C'est un ingénieur d'une entreprise minière qui prospectait la zone pour repérer des anomalies magnétiques. Donc en fait, il cherchait des kimberlites, et donc c'est des diamants. Et il tombe par hasard sur des brèches à microphones, surtout des rongeurs, sur la colline C de Truyaba. Ensuite, les fossiles sont analysés par Léonard Gainsbourg, paléontologue du muséum. Puis le paléontologue Martin Pirkford et son étudiante Brigitte Senu et Pierre Main de l'Université de Lyon viennent faire leur propre prospection en 1988 et 1990. Alors je vois qu'ils sont là au fond de l'auditoire, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Alors j'avais lu une petite histoire, une petite anecdote assez rigolote dans votre livre « Et le singe se mit debout », où vous racontez que la dernière mission apparemment a été un peu compliquée, qu'il y a eu pas mal de crevaisons et donc qui aurait écourté cette mission. En tout cas, elle a permis d'identifier 5 gisements paléontologiques et l'entrée d'une grotte qu'on appellera plus tard Bone Cave. Alors en 1994, le président du Botswana, qui est passionné de paléontologie, il lance le Truyaba Cave Project. En fait, il se déplace en hélicoptère et puis il vient faire des sondages comme ça pour percer des petits forages de 8 cm pour voir s'il trouve du vide, donc des grottes en fait dans ces collines. Et bingo, il réussit à découvrir le plus grand réseau souterrain du Botswana à Kohanaka, avec plus de 2,5 km de développement. Et donc ces premiers trous de 8 cm, ils sont élargis à 1 mètre pour permettre le passage des militaires qui viennent désobstruer comme ça les grottes et essayer de créer le circuit complet. Puis en 1997, parallèlement, on a Williams qui découvre dans Bone Cave 3 fossiles de papillons, de primates en brèche, dont un crâne de babouin daté de 317 000 ans, qui sera publié en 2012. À partir des années 2000, des études géophysiques systématiques, donc, notamment par gravimétrie, sont menées sur toutes les collines pour essayer de mieux localiser les cavités et puis de positionner les forages. Et ça permet de découvrir de nouvelles grottes et de mieux comprendre la connexion des réseaux. Et en 2016, Laurent Bruxelles et son équipe vient visiter la grotte de Truyaba et ils publient leur premier travail sur la biocorrosion des grottes. En 2021, ils lancent le projet Omnikarst et un nouveau travail de prospection et de fouille est lancé. Donc ici à droite, vous voyez une partie de l'équipe franco-botswanaise que j'ai rejointe il y a 2 ans. Et donc la mission aujourd'hui, elle se concentre sur 2 régions principalement. Alors il y a le secteur Truyaba où il y a des brèches en parois de grotte, mais il y a aussi une séquence en place qui est fouillée et qui est probablement d'un âge Later Stone Age. Ce qui est intéressant, c'est que cette séquence, elle a livré beaucoup de microphones, qui fait l'objet d'une thèse par l'étudiante Onetsu Kudu, que je co-supervise. Et donc c'est un peu comme ça que je suis rentré dans ce projet. Et ce qui est très chouette, c'est qu'actuellement, la grotte est occupée toujours par des chouettés-frais, et le sol est jonché d'ossements de rongeurs. Donc ça nous fait des référentiels néotaphonomiques super intéressants. Et puis le deuxième secteur, c'est Kohanaka. Donc il y a cette grotte Bones Cave, et puis sur cette colline, pas mal de brèches fossilifères a été découverte. Et donc, dans un premier temps, l'équipe a essayé d'exposer cette brèche à l'air libre, de nettoyer tout le site. Et puis après, on a essayé de continuer les fouilles, la recherche des brèches à l'intérieur des grottes. Ici, je vous ai mis en fait une photo à gauche que vous voyez, c'est un petit morceau de brèche suspendu au plafond qui était extrêmement riche en micro-mammifères. C'était assez curieux.
Et on s'est dit, en fait, si vous voyez tout autour, voilà, le plafond a été complètement disparu, la brèche a disparu. On s'est dit, probablement, suite à la biocorrosion, elle a dû peut-être tomber sur le sol. Et donc, on a essayé on a lancé des fouilles. Et là, bingo, en fait, ce bloc de brèche était dissous. Et on a vraiment trouvé une chambre avec du sédiment meuble dans cette grotte. Et vous voyez ici un petit gif de la mise en place de nos fouilles l'année dernière. Alors aujourd'hui, cette année-ci, on a travaillé un peu différemment. On a extrait tout le sédiment qu'on a tamisé dehors dans des façons un peu plus contrôlées. Mais en tout cas, cet assemblage extrêmement riche, notamment en microfaune mais vraiment bien conservé. Moi, j'étais assez fou parce que ça nous donne un assemblage dans une région pas très bien documentée. Et en fait, l'analyse du contenu des faunes montre des associations avec lesquelles, des associations que j'avais pas encore vues, en tout cas dans le berceau de l'humanité, des taxons avec des écologies assez différentes. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on a retrouvé des rongeurs qui vivent aujourd'hui à proximité de points d'eau pérennes. Et on est en train aujourd'hui de mettre ça en lien avec la présence du méga lac Déception qui était dans la région, qui s'étendait sur une zone beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Et donc cette microfaune permet de discuter des environnements comme ça. Enfin voilà, des chouettes découvertes à faire. Ici une petite photo, je vous avais parlé des forages qui ont été faits par les militaires, par le président botswanais. Et ça, par exemple, c'est l'entrée d'un forage. Il y a un de ces puits qui avait été où ils avaient en fait trouvé 3 fossiles d'oiseaux. Donc la grotte a été renommée Fossil Cave. Et nous, le dernier jour de la mission, là cette année, on s'est dit qu'on allait y jeter un coup d'œil. Donc c'est un peu périlleux parce qu'il faut descendre en rappel sur 40 mètres dans ce goulot de 60 cm de large. Et puis ensuite, il faut ramper pendant une demi-heure. On a dans des conditions un peu éprouvantes. Et puis on arrive à la fin dans une salle magnifique avec une roche très noire, des planchers bien en place et éventrés au milieu. Et la difficulté, c'est qu'il y a peu d'oxygène, donc on peut rester un peu moins d'une heure en équipe de 5 pour explorer la grotte. Et là encore, on a trouvé des nouvelles poches de sédiments meubles extrêmement riches en micro-mammifères. Donc je pense que l'année prochaine, on va s'intéresser à cette grotte et essayer de voir si on peut y documenter des nouveaux assemblages intéressants. Donc voilà une petite photo du moment où on replie le campement prise par drone, que je trouve assez jolie. Et puis dernier voyage maintenant en République démocratique du Congo, avec une mission dirigée par Isis Mesfin de l'UMR ici à SNHP et Igor Matonda de l'université de Kinshasa. Alors ici on se trouve dans la région de la ville de Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, donc à l'ouest de la RDC. Les grottes de Mbanza-Ngungu sont localisées dans le bassin de la rivière Kwilu, qui est un affluent du fleuve Congo. Elles sont creusées dans un gros massif schistocalcaire dans lequel les grottes sont plutôt bien préservées de l'érosion. Et on va voir des très grands réseaux qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres. Par exemple, à Ngovo, qui est la grotte à côté de Niba, c'est plus de 10 kilomètres de grottes qui ont été cartographiées. À Dimba, c'est une grotte de morphologie tunnel d'1,6 km. Ici, je vous mets une photo de l'entrée de la grotte. Alors, l'entrée est gardée par les habitants du village. Et là, les sacs que vous voyez, en fait, c'est des sacs de guano, parce qu'ils récupèrent le guano dans ces grottes, qu'ils vont vendre ensuite à des compagnies chinoises. Alors, c'est des sites qui ont toujours été connus et utilisés par les populations humaines jusqu'aux périodes actuelles, mais dont la valeur archéologique a été reconnue dans les années 50 par le professeur Mortelmans, qui était professeur à l'université de Kinshasa, et puis qui ont fait l'objet du gros travail de maîtrise de Pierre Demarais, professeur d'anthropologie et d'archéologie à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, et professeur honoraire à l'University College de Londres, qui est le premier à vraiment avoir sondé et fouillé les grottes de Ndiba, de Ngovo et des sites voisins. Alors il a mis en évidence la présence
d'une séquence pouvant aller au moins jusqu'à 19 000 ans, mais il a surtout travaillé sur l'âge du fer. Donc en gros, tous les dépôts de ces énormes réseaux karstiques n'avaient pas vraiment été étudiés puisqu'on s'était arrêté à des dépôts de l'âge du fer qui sont en général dans les 15 premiers centimètres. Alors voilà une photo prise en 2023, non, prise de l'année dernière, pardon, mais en 2023, Isis Mesfin et Igor Matonda font la demande de permis et commencent les fouilles que j'ai rejointes l'année dernière en 2024. Et pour le moment, il y a eu 4 campagnes de terrain. Alors c'est dans la tranchée à terre à l'entrée de la grotte qu'on a conduit le plus de recherches. Initialement, on a cherché à travailler en profondeur dans cette zone où un dépôt argileux de 3 mètres de profondeur avait identifié et où des dates supérieures à 19 000 ans avaient été obtenues par Pierre de Marais. On a atteint une profondeur de 1,5 mètre à la fin de la campagne 2024 et puis après, en mars et juillet de cette année, on a essayé d'élargir de part et d'autre. Et donc les niveaux les plus riches en reste sont maintenant bien circonscrits dans le temps. C'est ces fameux niveaux à âge du fer avec un âge à 2000 BP. Et puis les niveaux les plus anciens qui ont livré des outils ont été datés à environ 50 000 ans BP. Donc on a une séquence comme ça. Et vous voyez ici le matériel qu'on a pu sortir, très, très chouette. On a un peu de tout. On a des éléments de parure, des perles en coquillage, avec en bas une perle en cours de formation, mais qui n'a pas été polie sur les côtés. Le chicot que vous voyez en bas à gauche, c'est une herminette, et puis des outils en pierre. Et une faune très bien conservée et très diverse. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les paysages autour de cette grotte sont complètement défrichés. Voilà, les hommes s'y sont installés, ils font la culture de manioc, donc il n'y a plus de forêt dans la région. Mais nous, ce qu'on retrouve, c'est bien une faune de forêt avec plusieurs espèces de primates, beaucoup de rongeurs, des écureuils, voilà, de forêts assez profondes, du potamo cher, de l'antilope. Et donc ces fouilles, elles permettent de compléter notre compréhension de la diversité technoculturelle et environnementale dans lesquelles se met en place l'âge du fer, et puis de venir densifier le réseau de sites archéologiques dans la région pour essayer à terme de reconstituer une chronologie, une géographie culturelle plus précise des premiers groupes bantous. Ça, c'est vraiment les questions de recherche d'Isis. Ce qui est chouette aussi, c'est que alors cette grotte, elle est très grande, elle est assez complexe parce qu'elle a été percée pour cette extraction du guano. Donc la difficulté, c'est de venir connecter les différents secteurs. Mais on a au fond de la grotte des séquences comme ça de plusieurs mètres de guano. Et ce guano, il est très intéressant, notamment pour les reconstructions paléo-environnementales. Il contient certains charbons qu'on a pu dater, donc on a vraiment une séquence qui recouvre les 30 derniers 1000 ans, avec des hiatus. Mais ce qui est chouette également, c'est qu'on a des poches comme ça, des lits de fossiles de chauves-souris. Alors c'était l'objet de ma venue ici à Paris, c'était pour étudier ces chauves-souris, c'est cette installation-là. L'idée, c'était un peu d'identifier les espèces qu'on a dans ces lits à chauves-souris, pour ensuite travailler avec les isotopistes de concert pour arriver à proposer des séquences environnementales intéressantes. Ici, une petite photo de la chauve-souris dominante dans l'assemblage qui, je trouve, est super belle. Et puis, une dernière petite histoire à propos de ces fouilles. Donc, je vous avais dit que les espèces qu'on retrouve, c'est surtout des espèces de forêt. Et donc là, en juillet, l'objectif de la mission n'était pas tant de fouiller, mais de partir dans la forêt du Mayombe, qui est un environnement de forêt qui, on pense, doit ressembler en fait au paysage qu'il devait y avoir autour des grottes à l'époque. Et donc l'idée, c'était d'aller échantillonner la biodiversité locale pour notamment accompagner les travaux de master de Hilo, qui travaille en anthracologie, pour étudier avoir des comparatifs en fait avec le contenu faunique aussi qu'on trouve là-bas. Donc on a été faire des prélèvements de carottes de bois. Moi j'avais un permis pour faire du piégeage, pour voir un peu la diversité de petits mammifères. Et puis on avait demandé à un chasseur de nous ramener le soir, de chasser et puis nous ramener de la viande pour qu'on mange. Et un jour il a ramené c'est Tholacode, un Trionomis,
voilà, un gros rongeur, et le chasseur l'a préparé. L'idée, c'était de préserver les ossements, comme ça, moi, je peux les récupérer pour ensuite gonfler la collection de comparaison de l'université de Kinshasa. Et donc, en fait, pour préparer le rongeur, il le pose sur les flammes. Ça permet de faire fondre les poils. Et après, il vient découper et puis cuire l'animal. Il l'appelle chimbrik là-bas, le chimbrik dans un bouillon. Et donc après, on a mangé ce chimbrik, c'est assez bon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai après voulu regarder si je voyais des stigmates peut-être de cette préparation sur mon chimbrik, tout en gardant bien sûr une distance historique, parce qu'on sait que ce qu'on regarde ici, c'est des comportements qui ne sont pas du tout en lien avec les populations qu'on étudie, mais c'est toujours intéressant, voilà. Et en fait, ce qui était chouette, c'est que j'ai retrouvé les traces de découpe du chasseur, mais surtout, vous voyez, le bout de l'incisive, en fait, le fait de passer comme ça ce rongeur sur les flammes, ça expose les incisives des rongeurs qui dépassent, ça les expose aux flammes, et donc les incisives noircissent, et d'un côté, elles éclatent. Et après, je suis revenu à mon assemblage de rongeurs à Dimba, et j'ai vu que tous mes rongeurs avaient en fait le bout des incisives complètement éclaté, noirci. Et donc, tous les rongeurs, hein, des plus gros aux tout petits. Et donc voilà, ça suggère que tous ces rongeurs ont été accumulés ici pour la consommation, en fait, pour les cuire et puis les manger. Donc c'est la première fois où moi je me retrouve avec un assemblage de microfaune qui est non pas accumulé par de la prédation, mais ici par les activités humaines. Et je vais m'arrêter pour ici. Voilà, l'idée c'était un peu de vous montrer comment tous ces micro-mammifères, en utilisant des approches un peu différentes, permettent de répondre à des questions très différentes, en dehors simplement des aspects paléontologiques. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Pierre pour cette présentation très très riche. Est-ce qu'il y a des questions? Et je vous passerai le micro parce que sinon en ligne ils n'entendront rien. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Le fait qu'il n'y ait pas de reste faunique dans toute la partie centrale d'Afrique, comment tu interprètes ça? Est-ce que parce qu'il n'y a pas de présence humaine, de restes humains qui ont poussé la curiosité des études, ou parce que... Enfin, c'est quoi la raison? Curiosité. Les raisons principales, c'est des biais de conservation, parce qu'on est quand même dans des environnements forestiers avec une érosion très importante, des fossiles qui ne sont pas très bien préservés. Donc nous, on a eu de la chance, parce que là, on est dans des dépôts en grotte qui quand même sont relativement protégés, mais on n'est pas sur des périodes très anciennes non plus. Alors il y a quand même, il existe des brèches anciennes en RDC, mais de grottes, mais voilà, moi je ne travaille pas dessus. La deuxième raison, c'est aussi les difficultés d'accès. Voilà, il y a une logistique très compliquée dans ces missions. C'est des missions qui n'ont pas eu une visibilité scientifique très importante non plus, donc qui sont moins prospectées que d'autres régions. Donc je pense que c'est tout un ensemble de raisons. En tout cas, je ne pense pas du tout que ce soit... et au contraire, c'est même les gens ont tendance plutôt à penser le contraire, que ce soit l'absence des populations. En fait, les populations étaient bien là, mais voilà, elles laissent peu de traces. D'autres questions? Je vais voir en ligne. Non, c'est bon. Oui, Franck. J'étais super intéressé par le côté IA et le côté prise automatique, semi-automatique des contours. Est-ce que, parce que là tu l'as montré sur le Mistromis qui est monospécifique, du coup est-ce que tu as essayé sur des espèces qui maintenant génétiquement sont découpées ou éclatées en plusieurs espèces
pour voir si tu arrivais à trouver des corrélations ou des congruences avec la génétique et la morpho 3D. Parce que je sais que Chris Chimimba l'avait fait morpho 3D, mais manuellement pour le coup, sur les étomis, et il avait vu des choses. Et du coup, est-ce que ça t'intéresse, ou est-ce que tu as déjà regardé, ou est-ce que... Toujours en 2D sur les surfaces occlusales, parce que... Mais oui, oui. Oui, c'est quelque chose que... Donc maintenant, systématiquement, tous les fossiles que je vois, je les prends en photo et ils viennent se détourer. Et après, je regarde la projection dans l'espace morphologique. Et on voit pour certains groupes, je pense par exemple, il y a des beaux exemples qui me viennent en tête, où on a des déplacements comme ça morphologiques qui ont une cohérence chronologique. C'est très bien marqué chez Zélotomis, mais c'est du monospécifique. Pour les groupes un peu plus compliqués comme les Zétomis, pour les Zétomis, la difficulté c'est que j'ai pas mal de bruit aussi. Et pour le Mistromis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un gros travail où on a décorrélé l'usure, donc on a pris en compte aussi l'usure. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en compte, parce que cette usure, elle vient bruiter toutes ces données morphologiques. Donc voilà, mais clairement je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et certaines des espèces cryptiques, en fait on arrive quand même parfois à voir la différence, alors pas à l'échelle de 2 spécimens, mais quand on a des gros jeux de données, on a des différences qui sont statistiquement significatives. Mais ce serait chouette d'en discuter après. Je ne suis pas l'étudiante de Martin Pickford du tout. Oui, non, nous sommes collègues depuis des années, nous travaillons ensemble depuis des années, mais bon, je ne suis pas du tout son étudiante. J'étais étudiante de Coppens. Voilà. Kohanaka, bien avant Blatt Williams, j'ai décrit les premiers primates de Kohanaka. Donc ça, c'est historique, hein, c'est des faits. Et puis, alors, j'ai une question. Je sais qu'à Witz, ils ont été longtemps contre le dégagement à l'acide. Comment faites-vous pour dégager vos brèches? Alors, à Witz, moi je ne travaille pas sur les brèches, mais ils le font à Boltzmann, n'est-ce pas? Et il y a un labo de dissolution qui a été installé au musée du Ditsong. Voilà, et nous, en fait, c'était l'intérêt ici au Botswana, c'est qu'on avait ces brèches sur lesquelles on n'a pas tant travaillé, puisqu'on est directement tombé sur ces zones de sédiments meubles. Et donc on concentre nos efforts sur le sédiment meuble. Voilà. Non, ouais. Oui, je pense, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, c'est une mission jeune en fait. Ça fait, je pense que c'est surtout ça. Ça fait moins de 2 ans qu'on se concentre sur la faune. Donc on en est encore au premier balbutiement, voilà. Mais oui, sur le long terme, c'est quelque chose à prendre en compte. Oui, après, là j'ai passé sous silence. En fait, on est une équipe, et l'idée,
c'est de former des gens, de ne pas être tout seul. On est plusieurs à travailler sur ces micro-mammifères, parce qu'effectivement, c'est un travail colossal, en fait. Tout à fait, ouais. Non, mais je vous rejoins à 100% là-dessus, ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Et en fait, je suis tout à fait. Et il se passe des choses quand même à Vitz notamment où voilà, on a des projets avec des roboticiens pour tous ces aspects de tri qui s'automatisent, etc. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir à terme, voilà, pas donner aux algorithmes des puissances pour avoir des réflexions scientifiques, mais juste pour pouvoir s'occuper de tâches rébarbatives pour nous et qui nous occupent énormément de temps qu'on pourrait consacrer à la recherche autrement, quoi. Ouais, ouais. Ça me fait penser. Dans tes remplissages de grottes, tu as des niveaux avec des âges datés ou pas? Pour quelle grotte? Tes grottes, que ce soit au Botswana ou au Congo, est-ce que tu as des niveaux bien marqués, bien séparés? Alors, en RDC, oui, on a vraiment des beaux niveaux stratifiés. Enfin, beau, peut-être que j'exagère, mais en tout cas, on a des niveaux avec chaque fois du charbon qu'on peut dater. Au Botswana, en fait, c'est un peu, on se retrouve un peu dans la même configuration qu'au berceau. On utilise ce terme de membre. Alors, il y a des datations qui sont réalisées en ce moment. C'est Laurent Bruxelles qui les dirige. Il y a Kim Genuit qui fait de la datation. Je ne sais plus quelle méthode il utilise. Il y a une équipe chinoise qui fait une autre méthode, etc. Donc on espère à terme avoir comme ça quelque chose de mieux circonscrit dans le temps. Mais pour le moment, on a du mal à voir la durée d'accumulation potentielle de ce qu'on étudie. Ouais. Et du coup, au Congo, tu vois déjà une transition de faune, des changements de faune par niveau ou pour l'instant, c'est encore trop jeune, le projet est encore trop jeune pour voir des choses? Non, oui, on voit déjà des choses assez chouettes d'ailleurs, parce que bon, on a ces pelotes modernes, donc on sait les animaux qui vivent actuellement. On a, je ne l'ai pas présenté, mais on a un autre niveau qu'on a découvert cette année-ci de brèche qui est plus haut dans la grotte. Et donc j'ai regardé le contenu faunique aussi. J'ai pas été très loin, j'ai regardé 400 spécimens, 400 restes crânio-dentaires pour avoir une première liste. Et par exemple, il y a des choses intéressantes. Aujourd'hui, dans le paysage, il n'y a pas de Mistromys. Bon, on sait que sa zone de distribution est toute petite maintenant, mais il n'y a pas d'Automys non plus. Il n'y a pas tous ces taxons qui ont besoin quand même d'un peu plus d'humidité, on va dire. Dans le niveau rouge, qui n'est pas très loin de l'entrée, mais qui n'est pas moderne non plus, on n'a pas non plus ce Mistromys. On n'a pas non plus cet Automys. Il y a d'autres taxons qui me viennent plus en tête. Mais après, dans la petite grotte que je vous ai montrée, où il faut un peu ramper, et puis dans cet assemblage ancien, là, on a beaucoup de Mistromys, beaucoup d'Automys, on a du Dasimys qui quand même suggère qu'il y a besoin d'un point d'eau quand même important. Voilà. Il y a, alors, dans le moderne, il y a énormément de gerbilles, il y a plein de gerbilles. Dans l'ancien, il y en a aussi. Mais voilà, j'ai pas trop regardé les abondances non plus parce que c'est vraiment un sous-jeu. Mais c'est des résultats qu'on va avoir rapidement avec la thèse de Honetsukudu, justement. Parce qu'il y a Margaret qui a publié un truc sur ça, sur l'inversion justement des proportions de Mistromys, Automys et gerbilles, où en effet, dans le bus fossile, un peu pour la fonction. Et même c'était des gisements archéologiques, il me semble, ça, où on avait en effet, plus on était dans l'ancien, plus on avait des Mistromys et d'Automys en abondance, et les gerbilles pauvres. Et plus ça allait, plus on avançait dans le temps, et plus les gerbilles prenaient la place un petit peu des Mistromys et des Mistromys. Et dans une population, il n'y avait quasiment plus de Mistromys et d'Automys. Ouais. Oui, ouais, ce serait super intéressant de regarder. La difficulté qu'on a vraiment pour ces scénarios-là, et ça marche aussi pour la biochronologie, en fait, c'est le fait qu'il n'y a pas
on a voilà, les référentiels qu'on peut utiliser de comparaison, c'est l'Afrique du Sud qui est quand même assez loin, ou bien la Namibie, mais sur des périodes quand même plus anciennes. Et donc on est un peu pour le moment bloqué par le fait qu'on a ces régions-là, et puis c'est tout, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on est très demandeur d'autres assemblages fossiles, et notamment cette dernière grotte, et puis on espère à terme pouvoir comme ça venir un peu gonfler, booster la liste d'assemblage de la région, quoi. Ouais, en tout cas, ouais, c'est très chouette. Ouais. Oui. Je n'ai pas la voix qui porte autant que celle de Franck. Merci beaucoup pour ta présentation. J'avais une question dans tous ces assemblages de petites faunes, donc il y a beaucoup de micro-mammifères. Je sais que c'est pas ta spécialité, mais il y a aussi probablement d'autres petits animaux, herpétophones, malacophones. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dessus, d'ores et déjà? Et je me posais la question, mais là tu vas me dire que c'est sûrement irréaliste, mais est-ce que à côté d'un développement méthodologique, qu'on comprend bien, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt aussi à élargir un peu le spectre aux petits mammifères, à autre chose que du petit mammifère, dans ton étude, pour croiser les infos que chacun des grands groupes pourrait apporter? Ça rejoint un petit peu le commentaire de Brigitte, pardon. C'est vrai que moi je vais rester concentré sur ces micro-mammifères parce que voilà, ça demande toujours un temps d'assimilation, d'acquisition important. Alors oui, effectivement, on a du petit reptile, du petit oiseau. Ça, c'est Marco Pavia qui va se charger de l'étude des oiseaux et qui va encadrer, il me semble, un étudiant pour se lancer dans l'étude des reptiles. Au niveau de la grande faune pour le Botswana, c'est Jean-Baptiste Fourvel qui regarde ces assemblages. Et l'idée après pour les reconstructions paléo-environnementales, c'est toujours de venir croiser les informations, croiser les proxys. Mais pour le coup, je me repose entièrement sur leurs épaules pour ça. Eh bien, on y a pensé. Oui, alors oui, tout à fait. Dans les niveaux les plus anciens, on n'a pas retrouvé de gastéropodes. Par contre, dans ce niveau qu'on appelle le membre 2, qui est le niveau un peu supérieur, là, il y a des gastéropodes. La difficulté qu'on a, je pense qu'il est vrai avec la plupart du site archéologique, c'est toujours aussi savoir le côté potentiellement intrusif de ces gastéropodes, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui vont fuir, notamment pour se reproduire, pour passer l'hiver. Donc parfois, c'est difficile de faire la part des choses entre le fossile et l'intrusif. Ce qu'il y a aussi, c'est que, alors c'est Bastien Chadel qui a chapeauté ça, mais il est parti essayer de chercher des traces de sphaléolac. Il va soutenir sa thèse à l'UMR Traces, si je ne dis pas de bêtises. Et lui, en cherchant ces traces du paléolac, il est tombé sur des niveaux avec des tout petits gastéropodes qui pensent être des gastéropodes lacustres. En tout cas, il a envoyé les photos à un ou une chercheure, je ne sais plus. Et voilà, c'est le genre de question qui reste à creuser. Mais ouais, tout à fait. Merci à tous et puis bonne fin de journée. Merci Pierre et merci à vous pour votre présence et merci aux personnes en ligne. Bonne fin d'après-midi.